Voilà, première vidéo de ce chapitre 5 sur les transformations chimiques lentes ou rapides. Donc à travers ce chapitre, on va s'intéresser à l'évolution temporelle d'un système chimique au cours d'une transformation. Évidemment, les échelles de temps pour les transformations chimiques ne sont pas du tout identiques entre la formation de la rouille sur une coque de bateau par exemple, ou la réaction chimique de déclenchement d'un airbag dans une voiture. Donc on va essayer de, dans cette première vidéo, poser un certain nombre de termes de vocabulaire permettant de décrire la rapidité ou la lenteur des vitesses de réaction, et puis également commencer à voir des paramètres qui peuvent influencer ces temps de réaction. Alors, tout d'abord une prise de conscience. La notion de rapidité d'une transformation chimique est subjective. C'est-à-dire qu'on va essentiellement comparer des vitesses de réaction pour dire quelle réaction est plus rapide qu'une autre, mais il sera difficile de qualifier de manière définitive une réaction de lente ou de rapide. On peut quand même dire que dans les grandes lignes, une réaction sera lente à partir du moment où il est possible de suivre correctement l'évolution du système chimique, notamment à travers son avancement X. Pour suivre justement cette évolution du système chimique, on va généralement s'intéresser à un paramètre physique ou chimique du système. Par exemple, la couleur. Si une espèce, un réactif ou un produit est coloré, à travers l'étude de la couleur, donc de l'absorbance, on pourra suivre l'évolution de la réaction. Ça peut être la densité, la conductivité. En tous les cas, il faudra un capteur de ce paramètre physique qui aura un temps de réponse suffisant par rapport à l'évolution du système chimique. Voilà, alors une fois qu'on a dit ça, on va maintenant passer dans le détail, c'est-à-dire voir ce qui peut rendre plus ou moins rapide une réaction. D'abord, premier terme de vocabulaire, facteur cinétique. On appelle facteur cinétique tout paramètre pouvant influencer la durée d'une transformation. Il faut en connaître certains, à commencer par la température. Alors, nous aurons peut-être le temps de faire cette expérience en classe, expérience dans laquelle on décolore du permanganate, une solution d'ion permanganate, donc qui est magenta, grâce à l'introduction d'acide oxalique, de formule C2H2O4. Il se passe alors une transformation de type oxydoréduction, menant à la production de CO2 et d'ion Mn2+, en tout cas des espèces incolores. Donc il y a décoloration du système, et on peut tenter de faire cette expérience à différentes températures. À 0°C, il faut plus d'une heure pour observer la décoloration, et quand je dis plus d'une heure, ça peut être plusieurs jours même. À 20°C, il faut à peu près 25 minutes pour observer cette décoloration, et à 60°C, il faut à peine 5 minutes pour observer cette décoloration. Donc clairement, la température est un facteur cinétique. Généralement, la température est un facteur cinétique de quasiment toutes les réactions chimiques, et ce facteur cinétique influence la réaction toujours dans le même sens. Plus la température est élevée, plus la réaction est rapide. A contrario, plus elle est froide et plus la réaction est lente. Et c'est notamment un des enjeux par la conservation, de la conservation par le froid. Alors l'explication est toute simple, c'est que des réactifs à température plus élevée sont plus agités que des réactifs à température plus lente. Par conséquent, si les molécules, les réactifs sont plus agités, ils vont avoir plus de chances de se rencontrer, et à partir du moment où ils se rencontrent plus fréquemment, la réaction va être plus rapide. Donc l'interprétation microscopique de l'effet de ce facteur cinétique est assez simple à comprendre. Deuxième facteur cinétique qu'il faut connaître, c'est la concentration des réactifs. Là aussi, la conclusion est toujours la même. Plus la concentration des réactifs est élevée, plus la réaction sera rapide. Donc ça, on le mettra en évidence lors du premier TP. Et toujours au niveau de l'interprétation microscopique, c'est aussi facile à comprendre. Plus les réactifs sont serrés les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire concentrés, plus ils ont de chances également de se rencontrer. Et à partir du moment où ils se rencontrent plus souvent, la réaction se déroule plus rapidement. La conséquence, c'est que l'évolution de l'avancement de la réaction au cours du temps est généralement non linéaire. On observe souvent, pour pas dire toujours,
que la réaction est plus rapide au début qu'à la fin. Donc on le constate ici à travers ce graphique, on voit bien que l'évolution est assez rapide dans les premiers temps, on voit que la courbe monte très vite, et puis vers la fin, on voit que la courbe a du mal à atteindre son état final, qui sera marqué par l'avancement final du système chimique. Donc ça c'est normal, c'est parce que dans un premier temps les réactifs sont très concentrés, puisqu'ils n'ont pas encore commencé à réagir, c'est-à-dire que c'est le moment au début de la réaction, c'est le moment où les réactifs sont le plus concentrés. Ensuite, leur concentration diminue, et du coup, la réaction a plus de mal à se faire, et elle ralentit. Donc ça, c'est une première approche de ce qu'on fera dans la deuxième vidéo. On voit que l'allure de la courbe est en rapport avec la vitesse. On définira ça plus précisément, notamment à travers son taux d'augmentation. Vous voyez où je veux en venir. On va parler de dérivés. Les autres facteurs cinétiques qu'il faut connaître, mais qui sont plus particuliers, on les verra au cas par cas hein, dans les exercices ou dans les TP, ce sont la pression, alors notamment si la réaction chimique met en jeu des gaz, la pression peut être un facteur cinétique. Le milieu réactionnel, à travers son pH, le solvant qu'on a utilisé, tout ça ce sont des conditions qui peuvent influencer la vitesse de réaction. La présence d'une agitation externe, le fait de mettre une agitation magnétique avec le barreau aimanté qui tourne, ça peut avoir un effet sur la vitesse de la réaction. Et puis, dernier cas qu'on va détailler un petit peu, c'est la présence d'un catalyseur. Alors, qu'est-ce qu'un catalyseur et qu'est-ce qu'une catalyse? Un catalyseur, c'est une espèce chimique qui va diminuer la durée d'une transformation, mais sans être globalement ni produit ni consommé au cours de cette réaction. Donc, un catalyseur, a priori, c'est inusable, il peut être réutilisé à l'infini. Donc c'est une espèce chimique qui globalement n'intervient pas dans l'équation, puisque dans l'équation on ne met que les produits et les réactifs. Donc comme cette espèce chimique n'est ni produit ni réactif, elle n'est pas dans l'équation de la réaction, mais elle a un effet indirect sur la vitesse de réaction. L'effet que peut avoir le catalyseur est parfois méconnu. C'est même un assez grand champ de recherche actuel, savoir comment ces catalyseurs arrivent à agir au niveau microscopique. On a des pistes quand même, notamment sur le type de catalyse et de catalyseurs qui sont utilisés. On distingue trois types essentiellement de catalyse. La catalyse homogène, donc là le catalyseur c'est une espèce chimique qui sera dans la même phase que les réactifs. Par exemple, c'est un ion qui vient parfaitement s'intégrer à une solution qui contient déjà les réactifs. Donc ça, ce serait une catalyse homogène. La catalyse hétérogène, où là le catalyseur et les réactifs sont dans deux phases séparées. La conséquence, c'est que le catalyseur il est du coup efficace que en surface. Ça limite généralement l'efficacité de ce type de catalyse, donc moins performante généralement que la catalyse homogène. Et dernier type de catalyse qui va particulièrement intéresser ceux qui font 6P SVT, la catalyse enzymatique, où là le catalyseur est une enzyme, c'est-à-dire au sens biologique une protéine. Alors ce sont des catalyseurs hyper performants, parce que hyper spécifiques. Les enzymes, dans le monde du vivant, les enzymes qui ont un intérêt sont ceux qui sont encore présents maintenant, dans le développement des espèces vivantes. Par conséquent, si l'enzyme est toujours présente et toujours produite par l'être vivant, c'est que l'être vivant est entre guillemets content du travail de son enzyme, ça veut dire qu'elle réalise bien le travail demandé. Donc généralement, il s'agit de protéines hyper spécifiques qui ne sont des catalyseurs du coup que d'un seul type de transformation, mais elles sont hyper performantes sur ce type de transformation. Voilà, donc tout ce qu'on a dit dans cette première vidéo, c'était une vision qualitative des phénomènes d'évolution temporelle des réactions chimiques. On va passer à la deuxième sur un aspect plus quantitatif où on va définir la vitesse de réaction, entre autres.